Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Vous aurez noté au passage ce générique très David Guetta 98, nouveau générique. Au sommaire de cette édition, des ordures et un oracle. Notre débat portera sur la crise des déchets au Liban et ses conséquences politiques. Une grève du ramassage des ordures à Beyrouth a déclenché une révolte citoyenne contre le personnel politique libanais jugé encore plus puant et toxique que ces ordures ménagères. Feu de paille ou amorce d'un renouveau politique, on en débattra. Mais avant cela, il rit. Nous recevons l'économiste américain Joseph Stiglitz, prix Nobel en 2001. Son omniprésence médiatique, sa dégaine débonnaire et ses philippiques contre l'austérité, l'évasion fiscale et le capitalisme financier ont fait de lui une star. Certains disent qu'il est le Michael Moore de l'économie mondiale. On va voir ça avec lui dans un instant. Nadia, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Claude Askolovitch, je suis ravie de vous retrouver. Et voici, absolument. Et voici donc Joseph Stiglitz qui se marre. Bonsoir Joseph Stiglitz. Good evening. On est ravis de vous rencontrer et de vous accueillir dans 28 minutes. Une question, vous êtes depuis 50 ans le champion de la lutte contre les inégalités sociales et économiques, vous les étudiez, vous les dénoncez. Est-il vrai que votre première expérience avec l'inégalité, ça a été tout petit, vous étiez un petit garçon et vous vous êtes demandé pourquoi votre nounou, c'était à Gary dans l'Indiana, n'avait pas le droit de s'occuper de ses propres enfants, n'avait pas les moyens de ne pas travailler. C'est ce qui s'est passé ? Très juste. Je me rappelle que ce qui m'avait également choqué, c'est que les États-Unis, c'est un pays riche et elle n'avait qu'une éducation primaire, l'enseignement primaire. Et alors, on s'attendrait quand même, enfin, mes parents voulaient que j'aille jusqu'à l'université. Et puis, elle espérait que ses enfants en fassent de même. Mais comment se faisait-il que dans un pays aussi riche que les États-Unis, eh bien, cette femme qui était tout à fait intelligente, qui était pleine de gentillesse, n'avait fait que l'école primaire? Nous n'aborderons pas le sujet de la dette des étudiants avec la dette des universités aux États-Unis ce soir. On va vous proposer tout de suite, dommage, mais on n'aura pas le temps, on va proposer tout de suite de voir votre portrait numérique, votre empreinte digitale qui a été réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Joseph Stiglitz sur Internet, on comprend très vite que pour vous, vie rime avec économie. Très précoce, vous décrochez votre titre de professeur au MIT à seulement 24 ans. Docteur en médecine économique dans les plus grandes universités. Yale, Stanford, Oxford, Princeton, pas une où vous n'ayez posé votre petit cartable de professeur avant d'atterrir aujourd'hui dans celle de New York, la prestigieuse Columbia. Sur le site de l'université, on peut consulter votre CV, 73 pages. Certains de vos employeurs n'en ont sans doute toujours pas terminé la lecture. Au milieu, une ligne éclatante, un prix Nobel d'économie décroché en 2001. Malgré tout, votre curriculum vitae manque cruellement de sport et autres loisirs. Tour à tour conseiller de l'administration Clinton et économiste en chef de la Banque mondiale, vous n'hésitez pas à fustiger cette institution, mais seulement après l'avoir quittée en 2000. En 2008, le président Nicolas Sarkozy vous confie une mission de réflexion sur le changement des instruments de mesure de la croissance française. Et la même année, vous voilà dans un documentaire intitulé sobrement « Le Monde selon Stiglitz ». Film pour lequel vous vous rendez dans des régions ravagées par la mondialisation et où vous démontrez une grande aisance pour marcher avec une valise le long d'un quai de gare. Si nous voulons que la mondialisation fonctionne, il faudrait édifier un monde plus stable et plus pacifique. Au milieu de ce monde en miettes, vous n'hésitez pas à monter au créneau médiatique. Dans votre viseur cet été, l'Allemagne et la Troïka. FMI, BCE, Commission européenne, responsable à vos yeux de l'état de la Grèce. Un pays devenu selon vous agneau sacrificiel et dont vous soutenez ouvertement le Premier ministre. Mais dites-moi, monsieur Stiglitz, comment passe-t-on de Nicolas Sarkozy à Alexis Tsipras ? Une vaste question, on y reviendra tout à l'heure. Je précise que vous publiez demain, le 2 septembre, La Grande Fracture, votre nouvel essai. La Grande Désillusion, c'était il y a 12 ans. Et alors, Joseph Stiglitz, on vous a entendu là depuis quelques jours. La reprise américaine est un mirage. François Hollande a tout faux. L'Europe détruit son avenir. Et on va au niveau mondial vers une stagnation séculaire. Je me demandais, est-ce que vous fournissez la corde aussi pour en finir ? Parce que vous semblez être d'un pessimisme absolu, à croire que la délectation morose est votre truc, votre deuxième nature. Comment se fait-il ? Tout est si noir, tout est si fatal ?
Vous savez, moi je viens du Midwest américain et nous sommes plutôt de nature optimiste. Mais même pour un optimiste, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, les choses ne se présentent pas bien. On me pose les mauvaises questions et donc on me pose des questions sur la Grèce. La Grèce traverse une dépression. On me demande où va le programme de réforme en Grèce et il ne va faire qu'approfondir la dépression en Grèce. Alors ce n'est pas du pessimisme, ça c'est du réalisme pur et simple. Juste quant aux inégalités, dans votre livre, vous dites qu'évidemment il y a deux grands défis qui se présentent à nous, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre les inégalités avant tout. Et vous dites que les inégalités, l'accroissement des inégalités, c'est un choix politique. Ça veut donc dire qu'on est unanimement gouverné par des dirigeants cyniques qui ne pensent qu'au fric, qu'au pognon et qui sont eux-mêmes manipulés par la finance? Vous savez, c'est probablement lié aux distorsions de la démocratie. En effet, nous avons un système politique, et notamment aux États-Unis. Les États-Unis sont pires que la France et d'autres pays de ce point de vue, où effectivement c'est la finance qui parle le plus fort. Nous avons un système dans lequel, lors des dernières élections, en 2012, chacun des candidats a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour se faire réélire et ils vont dépenser encore plus la prochaine fois. Lorsqu'il y a des contributions aux campagnes électorales, ce ne sont pas des dons, ce sont des investissements. Et les électeurs veulent un rendement sur cet investissement. Les banques rémunèrent les investissements, mais surtout les investissements politiques. Et c'est là qu'ils s'enrichissent, que les banques s'enrichissent en particulier. Et c'est de là que vient le problème de notre démocratie. Enfin, notre politique nous a amenés à prendre des décisions qui sont dictées par la finance. Et ça, encore, je suis peu optimiste en disant ça, parce que si nous constatons les inégalités dans le monde, si ces inégalités n'étaient que le résultat normal d'un marché normal, si vous voulez, là, ce serait comme la pesanteur. Ça nous plaît ou ça ne plaît pas, mais ce serait inévitable. On dirait, nous aimerions vivre dans lequel il n'y a pas de pesanteur, mais bon, nous n'avons pas le choix. Il y a les forces du marché, il y a les forces de la pesanteur. On est né avec ça. Mais les inégalités que nous connaissons sont le résultat de décisions politiques corrompues. Et ça, c'est quand même une source d'optimisme. Pourquoi? Parce qu'on peut changer les choses. Ce que vous décrivez, c'est que depuis plus de 30 ans, puis les années Reagan, les gouvernements successifs ont gouverné en faveur du 1% les plus riches contre le reste du peuple. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Et qu'est-ce qu'on attend pour faire la révolution, comme on disait en France quand vous étiez jeune? Écoutez, ça n'a pas été linéaire comme ça pendant 30 ans. Il y a quand même eu une période pendant laquelle les inégalités se sont réduites. Mais enfin, même pendant cette période, pendant la période Clinton, nous avons promulgué des lois qui renversaient notamment les règles qui régissaient l'activité des banques, les produits dérivés, etc. Et c'est ça qui a planté le décor pour créer plus d'inégalités. On a réduit les impôts sur les plus riches, sur les plus-values. Les gouvernements qui ont fait cela, qui ont gouverné, si je vous suis, contre les populations, méritent-ils encore d'être en place? Et est-ce que vous n'êtes pas étonné parfois qu'il n'y ait pas plus de mouvements révolutionnaires, au sens le plus profond du terme, dans nos pays développés? Écoutez, par rapport à ça, c'est ce que j'allais vous dire. Aux États-Unis, du côté, disons, démocrate, tous les candidats à la présidence ont dit très clairement que ce qui comptait le plus pour notre pays, c'est précisément les inégalités. Ils ont mis en avant un programme très progressiste qui va rendre l'économie en même temps plus efficace. Donc, ce qui est assez frappant, c'est de voir que tout d'un coup, il semblerait que, depuis cette année en tout cas, il y a un véritable consensus parmi, en tout cas, au sein du Parti démocrate pour aller dans ce sens-là. Mais alors malheureusement, de l'autre côté, du côté républicain, il y a un peu de folie qui va un peu dans l'autre sens. Enfin, vous l'avez peut-être vu. Donald, etc., etc. Alors on évoque la campagne présidentielle américaine. Nadia. Oui, effectivement, en France, on est un peu obsédé par Donald Trump et il met toutes les chances de son côté. Mais il se passe quand même des choses intéressantes et notamment du côté des démocrates. Vous avez dit sur une radio française il y a quelques jours qu'Hillary Clinton avait un bon programme et qu'elle espérait en tout cas lutter contre ces inégalités. Et pourtant, c'est un autre candidat démocrate qui vous fait du pied. Il s'appelle Bernie Sanders. On le connaît pour ses positions très Occupy Wall Street. Il est contre la corruption, contre les inégalités, contre les lobbies qui ont miné les ambitions de Barack Obama. Il a voté contre l'intervention en Irak. Il milite pour la redistribution des richesses. Quand on l'écoute, on a l'impression de vous entendre, vous. Et puis surtout, il a annoncé que s'il était élu, il vous embaucherait dans son administration. Alors, on ne sait pas trop s'il va être élu, on ne le pense pas. Est-ce que vous accepteriez si ça arrivait?
S'il me demande, si le président des États-Unis vous offre un poste, il faut l'accepter. Bon, on ne peut pas dire non. Mais j'ai travaillé avec les deux de très près. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est que l'un et l'autre, Clinton et Sanders, ont annoncé en tout cas des programmes de lutte contre les inégalités. Bernie Sanders, bien entendu, est très engagé dans ce domaine et depuis très longtemps. Mais les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent, Joseph Stiglitz, donc, non ? Vous savez, moi, je suis un petit peu plus optimiste par rapport à ça. Et je vous renvoie justement à la politique américaine depuis quelque temps maintenant. Il y a, en tout cas au Sénat américain, qui est quand même une instance importante, vous avez un groupe de sénateurs qui sont véritablement des forces de progrès et qui sont assez actifs. Et donc, lorsque le président Obama nomme quelqu'un à la tête de la Fed, quelqu'un qui était connu pour être en faveur de la déréglementation et tout cela, eh bien, les sénateurs ont dit non. Et le président croyait qu'il avait tout le pouvoir de nommer qui il voulait. Eh bien non, ils lui ont opposé un veto. Donc, vous racontez un début de votre livre, un dîner que vous avez eu avec ces représentants des 1% les plus riches, qui parlaient beaucoup de la Révolution française et on va devenir Marie-Antoinette. Est-ce qu'à un moment donné, les riches, très très riches, commencent à avoir peur de nous tous ? Oui, mais peur. Enfin, je vais quand même préciser. Vous avez parmi les 1% les plus riches, vous avez des gens qui sont quand même très humains. Il ne faut pas non plus noircir. Si vous voulez, cette histoire d'une société plus juste, elle est très fréquente quand même. Mais la peur existe chez eux ? Est-ce que la peur existe chez eux, qu'un jour, le système ne tiendra plus ? J'y viens. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas motivés par la peur, mais plutôt par la compassion naturelle. Mais vous en avez d'autres qui, effectivement... Un Donald Trump, d'une certaine manière. Une dernière question, Joseph Stiglitz. La conférence COP21 va se tenir à Paris à la fin de l'automne pour le climat et pour tenter de forcer tous les pays du monde à respecter les engagements vis-à-vis du réchauffement climatique qui ne doit pas excéder plus de degrés. Est-ce qu'on peut les croire, ces hommes politiques qui font des tas de promesses mais qui refusent l'idée d'une écologie punitive ? C'est par exemple le cas de notre ministre, Ségolène Royal. Qui n'aime pas les taxes. Voilà. Est-ce qu'on peut y croire ? Vous savez, ce qui est encourageant ici, c'est qu'il y a quand même du mouvement de ce côté-là. Alors, le président Obama, pour ne pas le nommer, a dit ce qu'il voulait faire. Alors, le Congrès lui a barré la route, mais enfin quand même, il a fait bouger les choses au sein de la EPA américaine, l'Agence pour l'environnement, et les choses commencent à bouger. Alors, ça ne suffit pas, mais c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Ça, c'est du côté américain. Et en tout cas, l'une des choses que je souligne depuis quelque temps, c'est que les taxes carbone vont elles aussi dans le bon sens, qui apportent des incitations fiscales à faire ce qu'il faut pour le climat, et pas seulement pour le climat, mais pour l'économie. Il vaut mieux qu'il y ait de bonnes choses qu'un bon contexte pour l'économie, et si on peut apporter des incitations aux entreprises de repenser leur modèle pour faire les choses de manière positive. Au gouvernement français, Joseph Stiglitz, parlez-en la prochaine fois. Merci d'être venu dans 28 minutes. Je rappelle la grande fracture, ça commence par un dîner de tête avec le 1%. Ça finit peut-être avec une révolution. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'être venu sur Arte ce soir. Joe, je peux vous appeler Joe. Et on passe à notre débat sur le Liban et la crise des ordures qui cristallise un ras-le-bol citoyen, le ras-le-bol du blocage institutionnel et constitutionnel. Pas de président de la République depuis 15 mois au Liban. Le ras-le-bol des politiciens de tous bords jugés clientélistes, corrompus, dénués du sens de l'État. Et puis le ras-le-bol aussi de la zizanie confessionnelle. Le feu couve-t-il sous les cendres, ou sous les ordures plutôt ? Cette crise peut-elle faire exploser un Liban déjà fragilisé par l'afflux de réfugiés syriens et la guerre à ses portes ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des poubelles qui débordent en plein soleil depuis un mois. Une odeur pestilentielle. Les habitants de Beyrouth, déjà victimes de coupures d'eau et d'électricité, ont la nausée et ils le font savoir. Un mouvement citoyen sans précédent au Liban est en train de prendre de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier dans la capitale derrière un slogan « Vous puez », un message adressé à la classe politique. Nos dirigeants vivent dans des tours et nous vivons dans les ordures. J'aimerais que tous les Libanais se révoltent. Nos politiques sont des gangsters, des boss de la mafia qui ont confisqué le pouvoir.
À l'origine de cette crise des ordures, des soupçons de corruption et la fermeture sans solution de rechange du plus grand site d'enfouissement d'ordures du pays. Un scandale pour l'environnement, un détonateur dans un Liban fragile, traumatisé par un quart de siècle de guerre civile, déstabilisé par l'afflux des réfugiés syriens, un Liban paralysé par des institutions en crise. Pour la première fois samedi, la rue a lancé à ce gouvernement ankylosé un ultimatum de 72 heures pour sortir de l'impasse. Sinon, à partir de ce soir, ce sera l'escalade. Cet après-midi déjà, des manifestants ont occupé les bureaux du ministre de l'Environnement en exigeant sa démission. Simple réveil citoyen ou prémisse d'une révolution, le Liban se trouve-t-il ce soir à un tournant de son histoire ? Bonsoir à tous les trois. Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous enseignez plutôt à l'Université américaine de Paris. Alors selon vous, le Liban est dans une impasse, mais qui n'a pas du tout vocation à reproduire le même scénario que dans des pays comme la Tunisie ou l'Égypte, les fameuses révolutions arabes. Il n'y a pas d'influence de la crise syrienne sur ce qui est en train de se passer, selon vous, également. À côté de vous, Jean-Pierre Filu. Bonsoir, Jean-Pierre. 2 ouvrages pour la rentrée, Les Arabes, leur destin, le nôtre, aux éditions La Découverte. Et, je vais l'offrir à Nadia, La Dame de Damas chez Futuropolis. Sublime. Ah oui, vraiment. Jean-Pierre Filu, par ailleurs professeur à Sciences Po en études moyen-orientales. Voilà le bouquin. Et alors, à propos de cette crise libanaise, de cette crise des déchets, vous pensez que ce système qui a survécu à toutes les guerres et à toutes les horreurs, la guerre civile en l'occurrence, est en train de s'effondrer sur ses propres ordures. Zeina El Tibi, enfin, bonsoir madame, correspondante à Paris de la revue libanaise Al-Ayyam. Vous êtes présidente de l'Observatoire des études géopolitiques de Paris et vous pensez que la crise syrienne a une influence directe sur la société libanaise. On démarre avec une question, Nadia ? Oui, la voici, elle est simple. À quel point le conflit syrien influence-t-il le mouvement social au Liban ? Ziad Majed, on peut rappeler que le Liban accueille aujourd'hui 1,5 million de réfugiés syriens. Ça représente un quart de la population libanaise. Est-ce que ça a influencé ce qui est en train de se passer en ce moment ? Ça influence la situation en général dans le pays. Mais par rapport à la campagne actuelle, qui est plutôt reliée à la corruption de la classe politique, à la crise des ordures, à une accumulation de colère chez la société civile libanaise contre ses propres dirigeants, disons, libanais, je ne pense pas que l'influence de la crise syrienne est directe. Par contre, si on voit le profil des organisateurs de cette mobilisation libanaise aujourd'hui... Il y a déjà des organisateurs, donc. Bien sûr, il y a des groupes qui s'organisent, il y a des profils. On peut voir qu'il y a une certaine influence culturelle, il y a ceux qui ont été désillusionnés du Hezbollah qui ont rejoint cette manifestation. On peut lire entre les lignes et analyser, mais c'est surtout une mobilisation contre la classe politique libanaise dirigeante des deux camps, du 14 mars, qui est une alliance autour de Hariri et donc anti-régime syrien, et du 8 mars, qui est une alliance autour du Hezbollah, qui est pro-régime syrien. Donc sunnite et chiite. Hein, sunnite, Hariri, chiite, Hezbollah, mais il y a des chrétiens dans les deux camps, il y a des laïcs dans les deux camps. Oui. L'influence syrienne, quand même, elle peut jouer dans ce cas-là, dans la mesure où, si vous voulez, la classe populaire se voit... En fait, elle n'a plus de travail. La main-d'œuvre libanaise, elle est prise par la main-d'œuvre syrienne. Ce qui fait que. D'où des phénomènes d'hostilité, de xénophobie contre des ouvriers syriens. D'où des phénomènes de xénophobie, de violence contre des immigrés syriens. Et donc, si vous voulez, la crise économique est aggravée aussi par ce fait et par ce déséquilibre. Ce qui fait que aussi, vous avez les gens qui ont besoin de manifester. Il y a un tel ras-le-bol qui est vraiment, que ce soit politique ou économique. Et là, la situation économique joue beaucoup. Donc ce n'est pas seulement quand on regarde le profil des manifestants, ça fait penser aux manifestations indignées qu'il y avait en Europe, aux États-Unis. Qui sont ces manifestants, Ziad Majed ? Est-ce que c'est ce qu'on appellera en France des bobos, des jeunes éduqués, ou est-ce que c'est toute la société libanaise qui se lèverait aujourd'hui ? Non, on ne peut pas dire que c'est toute la société libanaise. Ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, ce sont des manifestations à Beyrouth. C'est plutôt une certaine classe moyenne, plutôt éduquée. Il y a beaucoup d'étudiants, exactement, beaucoup d'étudiants. Il y a une génération qui est née, politiquement parlant, après le 2005, c'est-à-dire après ce clivage dans le pays entre le 14 mars et le 8 mars, qui en a marre de la classe politique et de ses échecs et de son incapacité à gérer... Ils sont simplement libanais. Ils veulent juste la guerre civile, les divisions confessionnelles, le conflit extérieur Israël-Syrie. Eux veulent simplement un État qui fonctionne, pas corrompu, qui ramasse les poubelles. Ces gens-là manifestent aujourd'hui
pour la crise des poubelles et contre la classe politique en général. Maintenant, si on essaye de voir quelle est leur position par rapport à ce qui se passe en Syrie, quelle est leur position par rapport à Hezbollah, par rapport au 14 mars, au 8 mars, on aura des points de vue qui divergent, on aura pas mal de nuances, mais c'est surtout cette génération du post-14 et 8 mars. Un mouvement laïque pour la... Et c'est le vecteur qui les rassemble, c'est la valeur jusqu'à maintenant, la laïcité, cette question-là. Ce qui fait qu'ils ne sont pas une majorité peut-être au Liban, mais c'est un grand mouvement. C'est le premier mouvement qui prend cette ampleur dans la rue. Aujourd'hui, il y a eu une occupation du ministère de l'Environnement et samedi dernier, donc il y a 3 jours, il a été question donc, de la part de ces organisateurs d'un ultimatum. Jean-Pierre Filiu, vous êtes informé bien sûr, qui va se terminer ce soir. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand on donne un ultimatum, quand on décrète un ultimatum? Qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, on voit bien qu'on apprend par l'expérience et que la première chose que ce type de mouvement ne devrait pas faire, c'est émettre des ultimatums. Sinon, automatiquement, on est pris au pied du mur et si le gouvernement est encore en place ce soir, qu'est-ce qu'ils font? En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a, avec retard, du fait de la spécificité du Liban, un mouvement qui est somme toute comparable à ce qu'on avait pu voir en Tunisie ou en Égypte en 2011, sauf qu'en Tunisie et en Égypte, la tête, elle était identifiée. C'était Moubarak, c'était Ben Ali. Mais ils ne manifestent pas contre un tyran identifié, il n'y a pas de délit. Oui, mais direct. ils veulent la chute du régime, exactement le même slogan qui avait été émis il y a 4 ans, sauf que le régime, il a beaucoup de têtes. Le régime, c'est l'ensemble du système confessionnel totalement corrompu, de ces politiciens de toute obédience, mais qui s'entendent non pas pour gouverner le pays, mais pour se remplir les poches. C'est-à-dire que chaque camp voudrait toucher sa part sur le ramassage des ordures, par exemple. Et c'est ce qui a déclenché la grève. Justement, quand ils ont manifesté, ils ont demandé qu'on trouve une solution au problème de la poubelle, tout en demandant d'autres. Il y avait d'autres réclamations, bien sûr. Mais la poubelle, la réponse du ministre de l'Environnement a été complètement nulle, en leur disant, bon, très bien, il avait fait des appels d'offres, dont 6 sociétés avec des prix exorbitant, et dans ce cas, les 6 sociétés partagées entre chaque clan, disons, de chaque communauté, ce qui veut dire, au lieu que ce soit une seule société qui avait le monopole et qui se mettait plein les poches, maintenant, ils pensaient faire 6 sociétés et partager le gâteau. Donc là, c'était une insulte, en fin de compte, aux revendications de la population. C'est ce qui a envoyé les gens dans la rue. Claude Askolavitch, on parlait d'une crise institutionnelle et constitutionnelle. En l'occurrence, il n'y a pas de président et ça va être le chiffre du jour. C'est notre chiffre du jour, 27. C'est absolument énorme. Surtout dans un pays comme le nôtre, où l'élection du président de la République, ça compte. 27 tentatives et 27 échecs de la part des élus au Parlement libanais pour trouver un nouveau président de la République. C'est ce qui symboliserait l'unification de l'État. Pourquoi, Jean-Pierre Filiu, est-ce qu'on n'y arrive pas au Liban à trouver un président de la République ? Vous savez, on joue beaucoup avec un concept qui est parfois risqué, qui est celui d'État failli. S'il y a un endroit au Moyen-Orient où l'État est totalement en faillite, c'est bien le Liban. Et il n'est pas en faillite du fait de je ne sais quelle intervention extérieure ou révolution, il est en faillite du fait d'une classe politique qui a trahi l'intérêt national au profit de ses propres objectifs, qu'elle soit pro-syrienne, comme on l'a dit, ou qu'elle soit anti-syrienne. Donc le grand espoir de ce mouvement, c'est qu'il est laïque, c'est qu'on est face à une classe politique qui a racketté le pays sur la base d'une répartition confessionnelle, qui est couchée dans les textes des différentes institutions, et ça ne marche plus. Et une démission du gouvernement, ce serait envisageable aujourd'hui, ou même souhaitable ? Mais la question est la question du pouvoir. À partir du moment où le pouvoir ne gouverne plus, on se demande même ce que c'est que le pouvoir au Liban. Et c'est, je crois, en quoi cette crise est à la fois passionnante et totalement hors norme. Et qu'elle ne nous apprend au fond que peu de choses sur le reste de la région et du monde arabe. C'est que quelle que soit l'issue de ce qui se passera au Liban, ça ne finira par concerner que les Libanais en général et le Grand Beyrouth en particulier. Donc c'est à la fois passionnant et très limité. Alors, c'est l'heure de Thibault Nolte. Ça pue, rappelez-vous, c'était Jacouille, ça pue chez nos politiciens corrompus, c'est ce que disent les Libanais, un personnel politique, toute confession confondue, qui va expier grâce au traitement de choc que va lui administrer Thibault Nolte, live dans Bang Bang. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires.
Faut-il dynamiter le système politique libanais ? Si la rue libanaise hurle « Vous puez !» à ses chefs, c'est parce qu'elle renifle une odeur de dépotoir moral dans les entrailles de son modèle politique. Un système fondé sur la gouvernance confessionnelle où le pouvoir est ventilé selon le poids religieux des communautés. Sa constitution, héritée de notre Troisième République, a été actualisée en 1943 lorsque le Liban a pu arracher son indépendance aux Français. De couleur laïque au départ, le modèle a été repeint pour qu'aucune confession ne soit lésée. Ainsi, le Liban doit avoir un président chrétien, un premier ministre sunnite et un président d'assemblée chiite. Un vrai torboyau politique où l'État reconnaît officiellement 18 communautés religieuses, dont une galaxie de chrétiennes, quantité de musulmanes et une petite communauté juive. De cette tambouille politico-divine émane un clientélisme total qui généralise corruption et prévarication. À l'incurie s'ajoutent les divisions héritées de la crise syrienne et un énorme souk parlementaire avec marchandage et blocage en tout genre. Face à cette invraisemblable nullocratie multiconfessionnelle qui a mangé le shawarma par les deux bouts, le peuple se pince le nez et serre les fesses, avant de lever le bras. C'est 26, pas 43. Non, c'est-à-dire le système politique libanais a été conçu en 1926. C'est la Constitution qui a été rédigée et c'est la première loi électorale qui va gérer pendant très longtemps les élections. En 1943, lors de l'indépendance, il y a eu le pacte national, qui est un accord oral entre les responsables libanais pour partager le pouvoir, mais la Constitution est restée la même jusqu'à la fin de la guerre civile, fin 89. Il y a eu l'accord de Taïf qui a modifié certaines clauses de la Constitution libanaise. La philosophie du pouvoir, comme il a été dit, c'est une philosophie qu'on appelle consociative, un partage de pouvoir entre les représentants des communautés, sauf que ce même pouvoir-là, qui devait offrir des garanties aux minorités, aux différents groupes, ne fonctionne plus parce qu'il y a eu monopolisation de la représentation confessionnelle chez les grandes communautés, parce qu'il y a des alliances externes, parce qu'à chaque fois qu'un groupe n'est pas satisfait du processus politique, il peut le bloquer. Vous avez évoqué 27 tentatives d'élection du président, parce qu'au Liban, c'est le Parlement qui doit élire le président. Si un groupe qui n'est pas content ne viennent pas, boycott, parce que le quorum est 2 tiers. Tout est bloqué. Question de Candide, peut-on changer de système ? C'est ce que les gens essayent de faire. Peuvent-ils y arriver ? Alors là, peuvent-ils y arriver ? Ce serait souhaitable dans la mesure où il faudrait quand même aussi que quelques responsables politiques, enfin c'est le souhait, prennent en considération ce ras-le-bol. Parce que c'est un ras-le-bol effectivement pour des poubelles, mais en même temps, le féodalisme, on en a un peu marre. Le problème d'électricité, ça fait des années que les Libanais subissent des coupures de courant. Et les Libanais payent 2 fois. Ils payent et pour l'État et des générateurs. Les coupures d'eau, les autoroutes, les infrastructures routières. Les routes qui sont mal entretenues, rien ne fonctionne. Et dans ce cas-là, le ras-le-bol est vraiment général. Zeinal Tribi, est-ce qu'il était possible, cette classe politique, elle est vieille, hein, les gens qui sont au Parlement, ou Nabi Berri dans le Parlement, ils sont issus des milices qui s'affrontaient pendant les guerres civiles. Absolument. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sont des gens qui ont préservé votre pays du retour de la guerre civile. Est-ce que ces jeunes gens qui manifestent, à juste titre sans doute, ne sont pas injustes vis-à-vis de ces vieux chefs de guerre qui ont réussi à faire en sorte que vous ne vous battiez plus entre vous ? Ils n'ont pas fait de sorte à ce qu'on ne se batte pas entre nous, ils ont fait de sorte à ce qu'ils se partagent le gâteau. Chaque fois c'est mieux que la guerre civile. Écoutez, c'est peut-être mieux qu'une guerre civile, mais on peut être civilisé et on peut avoir des hommes politiques responsables qui puissent prendre en considération les intérêts du peuple. C'est un vrai État. Nous demandons un véritable État et non pas un État fantoche où il y a des responsables politiques qui vous font peur justement et qui vous menacent une nouvelle guerre civile si vous ne suivez pas leurs conseils. Et c'est toujours en jouant aussi la sensibilité communautaire religieuse. Donc là, je pense que la population libanaise est devenue assez mûre pour pouvoir faire la part des choses. Alors, Nadia, réaction des politiques, récupération, autoflagellation ou alors hébétude absolue? On ne sait pas trop, mais c'est assez troublant ce qui se passe effectivement. Donc la classe politique qui est conspuée, insultée par la population, est assez d'accord avec la population. En tout cas, quand on demande aux différents membres du gouvernement ce qu'ils pensent quand le peuple leur dit « vous puez », ils répondent «
Oui, c'est vrai qu'on pue un peu, c'est ce qu'ont constaté des journalistes du site libanais francophone L'Orient le Jour. Ils ont interviewé des ministres, des députés et presque tous applaudissent un mouvement qui les vise directement. Par exemple, pour un député, les revendications qui sont formulées dans la rue sont on ne peut plus légitimes. Le ministre de l'Information comprend et il critique l'héritage politique et le système confessionnel des partis. Le ministre du Travail déplore la corruption, mais il explique que c'est inhérent à la nature humaine. Enfin, tout s'explique. Et le mieux, c'est encore quand le Premier ministre a l'air, lui, à 2 doigts de descendre dans la rue. On l'écoute. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de la crise des ordures. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Ziad Majad, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe dans leur tête au moment où ils disent ça? C'est quoi? C'est un début de récupération? C'est du déni complet? C'est du déni surtout. C'est-à-dire chaque homme politique essaye d'accuser les autres et de considérer que lui, il est d'accord avec ce qu'on dit, sauf qu'il est incapable de modifier les rapports de force. Et donc, c'est la réalité libanaise aujourd'hui à laquelle il ne peut rien faire sauf applaudir les gens. Donc, c'est une volonté de se déresponsabiliser. Avant, il y a eu des théories de complot. Chacun accuser l'autre de vouloir soit manipuler, soit récupérer le mouvement. Du côté du 14 mars, on accusait les manifestants d'être manipulés par des Iraniens et par Hezbollah. Du côté du Hezbollah, on évoque toujours la théorie de complot, donc c'est les Américains et les monarchies du Golfe. Ce qui est différent cette fois, c'est que cette nouvelle génération n'est pas du tout concernée par ce genre d'accusation. Est-ce qu'elle va pouvoir modifier les rapports de force? Je ne pense pas. Je pense que c'est un début. C'est très important que les campagnes, comme Jean-Pierre l'avait dit avant, de ne pas aller vers des ultimatums ou vers des slogans qui peuvent montrer un échec s'ils ne sont pas réalisés. Il faut des campagnes. Il y a eu déjà des campagnes dans le passé qui n'ont pas pris cette ampleur dans la rue contre la violence contre les femmes, contre le racisme fait aux Syriens et aux Palestiniens et aux travailleurs étrangers au Liban, pour le mariage civil. Et à ce moment-là, certains politiques ont dit oui, on est d'accord, mais on ne peut rien faire, vous pouvez aller vous marier en Chypre. Donc il y a une habitude chez la classe politique de se déresponsabiliser. Vous les connaissez parce que vous avez milité aussi avant d'être universitaire à Paris, au Liban. Ces jeunes porte-parole, Joa Ayoub, Racha Alibi, vous les connaissez, ces jeunes porte-parole du mouvement Vous Puez? Il y a plusieurs groupes dans ce mouvement. Oui, je connais certains. Il y a des universitaires qui sont soit des étudiants, soit parfois des profs. C'est 3 profils, si vous voulez, rapidement. Il y a ceux qui ne sont pas concernés par le clivage politique actuel, la nouvelle génération qu'on a évoquée. Il y a les déçus du 14 mars. Ils étaient pro-14 mars en 2005 quand c'était une question d'indépendance contre le régime syrien, mais ils ont réalisé que la classe politique dirigeante du 14 mars n'est pas concernée ni par la reconstruction de l'État, ni par les réformes, et qu'elle est connectés au réseau clientéliste corrompu, etc. Et puis, il y a un profil de gauche, laïque, qui, dans certains moments, était pro-8 mars, pro-Hezbollah, jusqu'à la révolution syrienne. La révolution syrienne leur a éloigné de Hezbollah. Et donc, l'alliance de ces 3 groupes, avec des familles, avec des gens apolitiques, entre guillemets, a fait que ce mouvement est assez différent des autres et il continue à attirer des jeunes. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important. On peut faire des comparaisons avec la jeunesse tunisienne, égyptienne et autres, mais c'est exactement c'est là où c'est différent, c'est le contexte. On ne peut pas parler d'une chute de régime au Liban aujourd'hui. On peut parler de réformes, on peut parler de la nécessité de modifier pas mal de lois, mais pas... Jean-Pierre Filu boit vos paroles, mais moi, je voudrais boire les siennes 2 secondes avant la fin du débat. Non, avoir votre sentiment sur le rôle de l'Iran actuel et peut-être futur. Quel peut-il être par rapport à cette crise? Y a-t-il des débouchés? Y a-t-il une opportunité, des opportunités et éventuellement les monarchies du Golfe aussi? Une fois de Comment plus, chacun va-t-il bouger? Chacun bougera en myope manipulateur qu'il est, que ce soit les Iraniens ou les Golfiens. Moi, je voudrais juste revenir à ce qui, à mon avis, est le message essentiel de cette crise. Cela fait des années que je martèle que le monde arabe est rentré dans une période révolutionnaire parce que les systèmes en place sont intenables. On pouvait jusqu'à il y a peu faire une exception au Liban parce qu'il n'y avait pas de système, il n'y avait pas d'État, il y avait juste une classe de copains et de coquins. Et bien même là, ça ne marche plus. Donc je crois qu'il faut qu'on intègre le fait que ces systèmes ne sont pas tenables, ils ne sont plus capables de répondre aux missions de base d'un État par rapport à sa population, et qu'au Liban comme ailleurs, dans le monde arabe, la question est celle
de la refondation du pacte social. Le seul endroit où cette refondation a été opérée, c'est en Tunisie, avec la constitution de la Deuxième République. Mais les problèmes que l'on voit aujourd'hui de manière puante au Liban, eh bien, ils se posent de manière aussi nauséabonde dans l'ensemble du monde arabe. Et en Irak, ça reprend. Bien sûr. Claude, une dernière question. Zena El-Tibi, il y a un lien historique, culturel entre le Liban et la France. On doit aider ces manifestants ou pour l'amour de Dieu, on fiche la paix à un pays qui est en train de se découvrir une société et on considère que le Liban a un peuple majeur. On s'en mêle ou on ne s'en mêle pas, nous, Français? On ne peut pas s'en mêler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème du Liban est très lié aussi à la situation générale dans la région. On aurait dû, je pense, la France aurait dû aider la Syrie à se débarrasser de Assad. Et là, en ayant mis Bachar al-Assad à l'écart, on aurait pu régler d'abord le problème de la Syrie et les répercussions justement de ce problème sur le Liban et dans toute la région. Là, en laissant la situation de pourrir, on est en train de payer, si vous voulez. Et puis là, la jeunesse libanaise, il faut la laisser faire, je pense, parce qu'elle peut arriver à un certain point, mais il y a des limites aussi. Maintenant, c'est le gouvernement libanais qui doit comprendre qu'il faut changer de système et qu'il faut prendre ses responsabilités. Ce sera le mot de la fin. Vous avez trouvé une âme sœur, Jean-Pierre Philu, par rapport à « il faut aider les rebelles ». Il fallait le faire il y a 4 ans déjà. C'est la fin de ce débat pour ce soir, mais l'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, juste après Désintox. La brigade de vérification des faits est toujours là, relookée, plus mordante et pertinente que jamais ce soir, sur l'accueil des migrants en Europe. Détourner une phrase, c'est facile. Il suffit de la sortir de son contexte et de mettre quelques coups de ciseaux. Exemple avec Bruno Gollnisch, eurodéputé du FN, qui déforme les propos de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, au sujet de l'accueil des migrants. Madame Mogherini, qui est la commissaire européenne en charge de ces questions, a eu ce propos absolument incroyable. Il doit être acquis qu'aucun migrant ne sera renvoyé contre son gré. Le 11 mai, la chef de la diplomatie de l'Union européenne plaidait devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Son but, défendre une opération d'interception de bateaux de passeurs entre la Libye et l'Europe. Elle précisait alors qu'aucun migrant intercepté en mer ne serait renvoyé contre son gré, ajoutant que la Convention de Genève sur l'asile serait respectée. Une déclaration qui a été reprise et détournée maintes fois. Pourtant, en aucun cas, comme l'affirme Bruno Gollnisch, il ne s'agit d'un propos général garantissant à tous les migrants le droit de rester sur le territoire européen comme ils l'entendent. Madame Mogherini ne faisait que reprendre les engagements européens. Les eurodéputés ont en effet adopté en avril 2014 un texte sur les opérations maritimes insistant sur le principe du non-refoulement garanti par la Convention de Genève. Il s'agit de s'assurer que les migrants ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il existe un risque de persécution ou d'autres préjudices graves. Ce qui ne veut pas dire que les migrants non éligibles à l'asile ne peuvent pas être expulsés. 2 garçons dans le vent, un historien toqué de Napoléon et un journaliste en deuil de Wes Craven depuis hier. 2 figures familières d'Arte qui seront avec nous tous les soirs. Jean-Mathieu Pernin pour débusquer des infos insolites et Xavier Mauduit qui est là pour éclairer le présent grâce au passé. C'est magnifique. Bon, on commence avec vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les 2. Alors, ce soir, c'est la rentrée des classes. Et alors, malheur à ceux qui ont des cancres. Et pour les consoler, une histoire atroce. Exactement. Non, pas atroce. C'était à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, en 1721. Cette année-là est né un surdoué. Et oui, Christian Heinrich Heineken, qu'il s'appelle. Un gamin, non, il faut le dire surdoué, parce qu'à quelques semaines, il parlait déjà. À 1 an, il connaissait le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Bravo, jeune homme. Et à 2 ans, il parlait 3 langues, l'allemand, le français, le latin. Vraiment, non, très très fort. À 4 ans, sa maman le conduit à Copenhague auprès du roi du Danemark. Et là, le bonhomme discute avec le souverain. C'est un vrai surdoué, particulièrement doué tout de même. On y croit, votre histoire ? Faut voir. Moi, j'y crois là pour l'instant. Mais on va voir. On se souvient de ce que Pierre Desproges disait à propos de Mozart. Il était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort. Oups. Eh ben, ce petit Heineken fait beaucoup mieux puisqu'il meurt à 4 ans d'une manière particulièrement bizarre d'ailleurs. Il n'avait pas été sevré et quand on lui a refusé le sein, il n'a pas supporté. Voilà. Non, mais il est mort. Le petit Heineken a été mis en bière. Voilà. Normal. Voilà. Enterré, mais on ne l'a pas oublié.
Et non, pas du tout. Sa vie a servi de modèle pour l'édification des jeunes âmes. On trouve sa notice biographique dans l'ensemble des dictionnaires encyclopédiques du 19e siècle. En Allemagne. Oui, alors, bon, tout ça ressemble, c'est vrai, beaucoup un peu à une propagande ou une fable. Oui, en tout cas, propagande pour l'identité allemande. Ça, c'est un modèle allemand. Mais ce petit bonhomme est intéressant parce que son histoire nous apprend beaucoup de choses. Déjà, elle est utile aux parents de cancre. Et oui, parce que la narration de cette vie brève et un petit peu sinistre donne envie aux parents de se dire leurs enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand on y réfléchit bien, comme il est mort en 1725, le petit Heineken ne savait pas qui était le papa de Napoléon Ier. Dis-moi, comment s'appelait le père de Napoléon Ier? Napoléon Zéro. Voilà, le père de Napoléon Ier. C'est Charles, évidemment. Bravo. Voilà, surdoué. Surdoué. Voilà. Donc, mieux vaut un cancre vivant qu'un surdoué mort. C'est la morale de cette histoire. Jean-Mathieu Pernin, oui. Ça se passe en Chine? Exactement, ça se passe en Chine. Vous parlez le mandarin que... couramment, vous lisez les journaux? Mais tout à fait, voilà, un peu surdoué. Il n'a pas 4 ans. Oui. Non, j'ai beaucoup moins. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il était très bien, votre invité, Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, mais il ne vous a pas donné le nom du responsable de la crise économique qui a secoué la Chine. Je suis désolé de vous le dire, mais moi je le sais. Voilà. Enfin, c'est le pouvoir chinois qui nous l'a tous dit d'ailleurs, parce qu'il y a un responsable, il s'appelle Wang Xiaolu. Et oui, alors Wang Xiaolu, il a tout cassé à lui tout seul, en fait, selon le pouvoir chinois. C'est un journaliste, en fait, économique qui a écrit un article début juillet en disant que la Chine investissait moins sur les marchés financiers. Alors à partir de là, les traders des grandes entreprises ont lu cet article, ont paniqué totalement et se sont dit on arrête d'investir. Et là, ça a été le séisme avec la banque qui international. part dans les seins. Voilà, donc, voilà, depuis les 3 petits cochons, vous n'avez pas eu d'histoire plus effrayante. En tout cas, telle est la version du pouvoir chinois qui a obligé donc Wang Xiaolu à se confesser hier devant les caméras de la télévision publique pour s'excuser auprès du peuple chinois d'avoir exagéré la situation, de l'avoir dramatisé. Et puis bien sûr, ensuite, il est parti en prison, comme une centaine d'autres personnes qui ont propagé cette rumeur. Et voilà. Le problème de l'économie en crise en Chine est réglé. On va pouvoir s'attaquer à des choses beaucoup plus graves. En tout cas, c'est un réflexe vraiment de pays totalitaire que de trouver un coupable plutôt que de remettre en cause le système. Ça date de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Se confesser, c'est même devenu quelque chose d'assez récurrent à la télévision chinoise. C'est un programme télé, vraiment très, très quotidien. Et d'ailleurs, Pékin, sans le savoir, vient de créer un nouvel emploi, ça peut être important en période de chômage, celui de coupable idéal. Alors voilà, tu es jeune, souple, flexible, prêt à tous les compromis antipatriotiques, donc toi aussi, inscris-toi dans le programme chinois. En plus, ça peut faciliter le travail de tout le monde, ça ira plus vite, donc vas-y, fais-le. En tout cas, en Chine, c'est toujours enrichissez-vous, démocratisez-vous, ça sera un peu pour plus tard. En moralité, oui, l'hypercapitalisme, aurait dit notre ami Stiglitz, ne garantit pas l'hyperdémocratie. C'est exactement ce que c'est absolument fascinant, l'autocritique publique. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait peur. Vous n'avez rien à vous reprocher, Jean-Mathieu? Pas encore. Attends, ça va venir, on a 1 an pour ça. Et si on n'investit plus en Chine, après ce que vous avez dit Claude, c'est fini là. Oui, non, c'est Je veux refaire le débat. Il ne va pas s'en sortir. C'est fini. Pas. Merci mes amis, merci les 2 garçons dans le vent. 28 minutes est terminé. À suivre, les Maldives ont chaud aux fesses. Saviez-vous que le sable est pillé de par le monde par les cimentiers et les promoteurs immobiliers, entre autres? Les plages sont peu à peu rongées au risque de leur disparition en 2100, aux saisons, au château. Le sable enquête sur une disparition. Le documentaire choc à ne pas manquer ce soir. À demain 20h05 avec Simon Liberati. Tchuss, bis. Okay.